tous. La conversation est enregistrée, donc on repart. Bonjour! Bienvenue tout le monde dans ce webinaire sur la conciliation famille-travail au cœur du bien-être des employés. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est notre dernier webinaire chez Concilivie avant l'été, donc notre dernier rendez-vous annuel avant de reprendre la programmation en septembre prochain. Durant la présentation du webinaire, on vous invite à fermer vos micros. Vous pouvez ouvrir vos caméras si vous le souhaitez pour nous permettre d'avoir accès à vos réactions, votre non-verbal. Sinon, les questions auront lieu à la fin de la présentation. Donc, à ce moment-là, ça sera possible de les poser soit en utilisant le module de chat ou encore en levant la main. Et à ce moment-là, on vous donnera un tour de parole pour que vous puissiez poser votre question de vive voix à nos deux invités que je vous présente dans quelques instants. Alors, pour débuter, bref présentation de Concilivie pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Concilivie, c'est une initiative du Réseau pour un Québec famille, qui est un organisme sans but lucratif du secteur famille. Donc, le réseau a mis en place l'initiative Concilivie qui se dédie entièrement à la conciliation famille-travail. Concilivie, c'est constitué d'un centre d'expertise en conciliation famille-travail. Donc, c'est vraiment le volet recherche, innovation. Entre autres, dans le volet centre d'expertise, on réalise annuellement 2 grands sondages pour documenter l'évolution de la conciliation famille-travail au Québec. Donc, des sondages avec léger marketing pour s'assurer d'avoir des échantillons qui sont représentatifs de la situation au Québec. Un sondage auprès des employés, puis un autre sondage auprès des employeurs, donc qui nous permet vraiment de suivre toute cette belle évolution. On a également des projets en cours de consultation sectorielle pour identifier des innovations dans certains secteurs où la conciliation, c'est plus difficile. Puis on a également le saut Concilivie, qui est une reconnaissance, en fait, en matière de conciliation famille-travail, donc une reconnaissance qui s'obtient après avoir réalisé une démarche de conciliation famille-travail, une démarche qui est accompagnée avec des outils, mais aussi avec une personne qui vous aide, qui vous guide à travers tout ça, pour venir à mettre en place des mesures ou encore valoriser les mesures que vous avez déjà qui sont adaptées aux besoins de vos employés. Donc, bref, c'était la petite présentation de Concilivie. Et sans plus tarder, je vous présente aujourd'hui nos deux invités. Donc, Marianne Bougie, qui est conseillère d'orientation et psychothérapeute, puis Marie-Ève Champagne, qui est spécialiste en santé, sécurité et mieux-être au travail. Donc, Marianne, peut-être en quelques mots, nous dire une petite présentation là, sur toi, ce que tu fais. Ben oui, bonjour, bienvenue à tout le monde. Je tiens à vous remercier d'ailleurs d'être présent parce que le but, c'est qu'on puisse aussi vers la fin avoir des questions pour pouvoir approfondir certains sujets. Donc, merci d'être présent puis nous offrir l'opportunité qu'on puisse partager notre expertise. Moi, en fait, de base, je suis conseillère d'orientation organisationnelle psychothérapeute, donc je fais le traitement des lésions psychologiques en milieu de travail. Et de fil en aiguille, en fait, il y a comme trop de travail. Donc, je fais de plus en plus de prévention et c'est un peu le but qu'on fait ensemble, de venir outiller avant que les gens soient blessés, avant que les gens vivent des lésions. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous remercier d'être présent parce que c'est comme ça qu'on fait de la prévention. Merci beaucoup, Marianne. Et Marie-Ève, je te cède la parole pour une courte présentation. Merci, Marianne, pour le mot de bienvenue. Je m'appelle Marie-Ève Champagne. Je suis, comme Corinne le disait, spécialiste santé, sécurité, mieux-être en milieu de travail. J'ai un DSS en santé, sécurité de l'Université de Montréal. Puis je suis membre de l'Ordre également. Dans mon travail à tous les jours, je dis souvent à la blague que je m'intéresse à tout ce qui rend les employés malades et à tout ce qu'une organisation peut faire à tout ce qu'une organisation peut faire pour mettre en place, pour faciliter, favoriser, puis la santé, le mieux-être puis la sécurité de ses employés. Bien, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Je pense que le sujet est vraiment intéressant et d'actualité présentement. Donc, la formule du webinaire, on est vraiment plus en mode questions, échanges, tout ça. Donc, on va commencer avec une première question. En quoi, à votre avis, le bien-être est lié à la conciliation famille-travail? Donc, peut-être Marie-Ève pour commencer.
Bien, en ce moment, on sait que la pandémie a été difficile pour beaucoup, beaucoup de gens. Il y a certaines études qui démontrent qu'on a un taux de détresse psychologique jusqu'à 40 %. Les gens se sont sentis isolés chez eux. Ils ont craint pour leur sécurité également. Et puis, la charge de travail a été difficile à gérer, puis la déconnexion aussi. On avait déjà des choses en place, mais c'est sûr qu'on avait déjà des problématiques bien avant la pandémie, mais c'est sûr que la pandémie n'a pas aidé. Puis la conciliation travail-famille, c'est une façon de redonner du contrôle qui est à la base du SNIT de Sonia Lupien, puis qui est aussi une façon de redonner de la latitude aux employés. C'est aussi une forme de reconnaissance. Je te considère comme employé, comme être humain, puis je te fais confiance pour gérer tes choses. C'est bon aussi pour la charge de travail, parce qu'on se souviendra que la charge de travail, c'est autant ce qu'on fait que ce qu'on ne fait pas. Souvent, on va dire, on essaie de séparer ce qui est à la maison, doit rester à la maison, puis ce qui est au travail, reste au travail. Plus facile à dire qu'à faire. Quand on a un point comme la conciliation famille-travail qui nous permet de trouver un point d'équilibre, c'est sûr que ça aide. Il ne faut pas négliger non plus que les mesures de conciliation travail-famille, ça vient soutenir pour les moments où on doit manquer du travail pour des raisons familiales. La pandémie a entraîné un recul de la place des femmes sur le milieu de travail. Ça a amputé le salaire, ça a amputé du temps de travail et ça amenuise et ça défait la santé financière des familles. Donc, et ce qui va se traduire par un autre type de stress qui est le stress financier. Donc, en redonnant ces mesures-là, on vient soutenir la santé financière des familles, ce qui est très important. Oui, puis je fais du pouce, Marie-Ève, dans le fond, dans ce qui est équilibre, dans tout ce qui est gestion du stress, redonner beaucoup de pouvoir. En fait, la conciliation travail-famille, c'est un peu ça, c'est agrandir l'autonomie chez les individus, parce qu'en fait, c'est la perte de l'équilibre, où est-ce que là, des fois, on va surcompenser. Donc, soit ça va pas bien dans la famille, puis on va fuir dans le travail, et là, il y a une perte d'équilibre, puis à l'inverse, des fois, on est moins présent au travail parce que dans la famille, ça va pas bien, puis là, on veut être plus présent pour la famille, puis à ce moment-là, la conciliation permet justement à retrouver cet équilibre-là pour que autant l'employeur que l'individu dans toutes ses sphères de vie soit gagnant, une relation équitable. Où est-ce que quand il y a cette reconnaissance-là, la considération de l'individu, il a envie de redonner, mais pas parce que ça a été compté, mais parce que c'est fluide, parce que c'est naturel, parce que j'ai été considérée comme individu à part entière. Et donc, je me sens bien, je me sens valorisée et j'ai envie, ça m'amène cette loyauté, on va en reparler, mais c'est ça le bien-être. J'ai envie d'être impliquée dans mon entreprise et la conciliation permet ça, justement. Tu as dû le voir aussi, Marianne, dans ta pratique. Souvent, quand il arrive, on va dire, une bad luck au niveau personnel, le manque de mesure CTF, c'est souvent la pichenote qui fait que la personne est débalancée, puis c'est là qu'elle va tomber au combat. Exact, tout à fait. Parce que c'était le petit filet qui restait, puis que c'est pas obligé d'être toujours très onéreux. Puis la considération, ça fait une grande différence. Ça fait une différence aussi au niveau on en parlait quand on préparait, au niveau du retour au travail également. Mm-hmm. Oui, tout à fait. En fait, tout ce qui est mesure CTF permet d'avoir ce retour-là qui est progressif. On avait vu aussi qu'il y avait un effort soutenu. Il y avait l'étude de l'INSPQ de 2013 qui avait démontré qu'il y avait un risque accru des troubles mentaux, physiques et cardiovasculaires quand en fait, il y a une faible autonomie et c'est directement relié ensemble. La conciliation augmente l'autonomie qui permet d'atténuer plein d'autres lésions qu'il peut avoir. Et donc, le bien-être et la santé psychique, ça va ensemble. Vraiment super intéressant. Tantôt, Marie-Ève, tu parlais de Sonia Lupien. Je pense qu'elle utilise un acronyme qui est CINE. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Oui, en fait, Sonia Lupien, elle est spécialisée dans la gestion du stress. Ça fait des études là-dessus et c'est une chercheure. Et elle parle du ciné qui est le C pour le contrôle, I pour l'imprévisibilité, N pour nouveauté et E pour ego menacé. Donc, quand on a chacune de ces variables-là contribue à générer du stress. Donc, quand mon ego est menacé, par exemple, ben en fait, je vais mettre des mécanismes de défense et je vais me sentir stressée. Stress, c'est de la peur. Et le stress, à la base, c'est bénéfique. Parce que ça nous garde alerte, ça nous garde fonctionnel, on en a besoin. Par contre, quand le stress devient trop grand, là, ça devient de l'anxiété, on commence à vivre de l'insomnie et si c'est vraiment trop grand, ça devient de l'angoisse, c'est là qu'on fait des crises de panique. Et la conciliation travail-famille permet de ramener, apaiser un peu notre ego menacé. Donc, plus qu'on donne le droit à l'erreur, ben je vais avoir amené une distance entre moi et ce qui se passe. Fait que, bref, la conciliation peut avoir une incidence sur le contrôle, par exemple, redonner plus d'autonomie, je me sens moins dans le contrôle faible. L'imprévisibilité, ben on peut mettre en place certaines mesures ou une politique, par exemple, qui m'amène à vivre moins d'imprévisibilité. Et la nouveauté, ben en fait, la nouveauté, si je suis formée, si j'ai des outils, ben je vais être outillée face à la nouveauté. Donc, je vais être considérée. Mais là, on est vraiment dans la gestion du stress à ce moment-là. Mais effectivement, il y a une bonne adéquation dans la conciliation parce que conciliation veut dire aussi considérer l'individu dans ses besoins par rapport à la famille et travail. Tout à fait. Puis des besoins qui sont assez des fois imprévisibles. Là. Donc, on ne sait pas quand est-ce que notre petit va avoir la gastro ou encore dans la dernière année avoir un nez qui coule qui va enchaîner une suite de tests COVID familiales et bien complet. Donc, effectivement, l'imprévisibilité est là au niveau de la proche aidance aussi. De notre côté, chez Concilivie, quand on parle de conciliation famille-travail, on est vraiment inclusif dans tous les spectres de la vie. Donc, tu sais, autant du début, avoir des jeunes enfants, même la grossesse ou le désir d'enfant, jusqu'à la fin du spectre de vie qui inclut la proche aidance autant par l'accompagnement d'un enfant qui pourrait avoir des besoins plus particuliers, jusqu'à aussi accompagner un parent âgé, par exemple. Et là aussi, il y a de l'imprévisibilité là-dedans. Donc, le fait de se doter de politiques, de mesures, de mécanismes, bien, effectivement, je pense que ça vient rassurer beaucoup les employés pour la suite, là, de dire si jamais il m'arrive un pépin, bien, j'aurai cette marge de manœuvre-là pour m'ajuster si j'en ai besoin. Puis Marie-Ève, tantôt, tu parlais de la charge de travail. Effectivement, je pense que c'est un élément super important quand on parle de conciliation famille-travail aussi. Là, c'est un des autres facteurs à considérer au-delà de la mise en place des mesures. Tu sais, on dit qu'on veut avoir une culture favorable à la conciliation famille-travail, bien, c'est tout ça aussi. Là. C'est faire de la prévention, c'est s'assurer de mettre en place toutes ces mesures, ces mécanismes-là dans l'organisation. Exact. Donc, je vous présente deux petites données de sondage qui sont issues de notre dernier sondage employé sur la conciliation famille-travail. Il y a 49 des répondants qui sont des parents travailleurs et des proches aidants qui nous disaient être plus souvent trop fatigués pour participer à des activités ou exercer leurs responsabilités familiales après le travail. C'est 35 qui disaient être si vidés émotionnellement après le travail qu'ils ne pouvaient plus participer à leurs activités familiales ou encore exercer leurs responsabilités. Ce sondage-là a été réalisé au printemps, donc les données sont encore très, très récentes. Ça montre l'impact de la pandémie sur la qualité de vie, en fait, sur le bien-être des gens. Est-ce que c'est des données qui vous surprennent? Non, en fait, si tu me permets, Marie-Ève,
compte tenu que moi, je les vois quand justement ces lésions-là se sont prolongées trop longtemps. Donc, la fatigue s'est chronicisée. Puis, en fait, c'est qu'il n'y a plus d'espoir là, à un moment donné. Et c'est la perte d'espoir que je vais en voir le bout, puis qu'à un moment donné, ça va finir. Parce que mes enfants, je peux pas plus avoir d'enfants. Puis là, c'est comme, à un moment donné, comment je vais faire pour arriver à restaurer cet espoir-là que je vais pouvoir souffler un peu. Et c'est là que je pense que une bonne adéquation en milieu de travail et qui reconnaît le besoin de souffler de l'employé, et de reconnaître ils sont où les besoins, ben là, on vient directement réduire le risque d'épuisement, le risque des dépressions, la fatigue, parce que ça permet justement de redonner de l'espoir. Puis, il y en a plein des mesures. Je pense que Marie-Ève, tu avais un cue par rapport à certaines mesures. Marie-Ève, est-ce que tu l'as en Non, mais je te sens peut-être trop... je t'ai pris peut-être au dépourvu, là, excuse. Mais moi, j'en aurais un exemple que j'aimerais vous partager d'une organisation qui est en cours de démarche d'obtention d'ISO. Une organisation, c'est la première fois qu'on voyait cette mesure-là mettre en place. Elle a décidé de mettre en place une semaine santé mentale. Donc, la façon dont ils le gèrent, c'est que n'importe quand durant l'année, si tu sens que tu as besoin de ce repos-là, de prendre cette distance-là, c'est une semaine santé mentale que tu peux prendre. Fait que là, tu joues ta carte santé mentale et tu peux prendre une semaine. C'est pas compté dans tes vacances. C'est vraiment parce que tu as un besoin de prendre du recul, du repos, de déconnecter, puis c'est hors vacances. Je trouve ça génial comme mesure. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans d'autres organisations, mais vraiment une belle façon d'aller un petit peu plus loin dans l'engagement, puis donner l'espace à l'employé de dire, ça ne veut pas dire qu'il va la prendre, mais s'il en a besoin, le dispositif est là, existe, puis c'est une semaine rémunérée quand même. Là. Donc, il y avait une mesure que tu avais parlé, Corinne, qu'une entreprise avait mis en place. J'avais trouvé ça génial. Il avait changé les véhicules pour qu'ils puissent concilier, aller chercher. Je vais te laisser l'expliquer, dans le fond. Oui, en fait, c'est l'entreprise Gardex. Je me permets de la nommer parce qu'elle est très fière de son engagement puis du parcours qu'ils ont réalisé dans la démarche d'obtention d'ISO. Et donc, Gardex a fait la démarche, a mis plein de mesures en place, puis ils ont développé un réel réflexe famille dans l'organisation. Les gestionnaires se sont appropriés des concepts et puis ils ont continué à mettre en place des mesures, dont celle de la décision d'un gestionnaire qui, au moment de changer la flotte de véhicules, a dit ça n'a pas de bon sens parce que nos techniciens qui sont sur la route, ils doivent utiliser le véhicule de la compagnie et ces véhicules-là n'ont que 2 places. Donc, ça fait en sorte que l'employé doit retourner à la maison pour pouvoir aller chercher les enfants ou le matin, vice-versa. Donc, tant qu'à changer la flotte de véhicules, ils ont décidé de changer de modèle pour pouvoir avoir des véhicules 4 places pour faciliter la vie de leurs employés. Donc, c'est sûr que c'est une économie de temps pour l'employé. Puis, on se doute bien que si certains des employés ont envie de changer d'emploi, toutes ces petites considérations-là, on en parlait tantôt de considérations, vont certainement pencher dans la balance avant de décider de quitter et d'aller travailler pour une autre organisation. Non, c'est clair. Exact. Fait que la conciliation, c'est ça. C'est comme on donne des petites bouffées c'est une petite demi-heure le matin, une petite demi-heure de crème, 1 heure par jour, 5 heures par semaine. Ça fait une réelle différence. Puis je tiens à m'excuser, Marie-Ève, c'était pas prévu là, que je te donne la POC, fait que je prends... Quand tu disais tantôt aussi que le stress est une bonne chose, ça nous permet d'affronter une situation meilleure de nos connaissances, de nos compétences, nos centres en éveil, mais il faut que ça lâche. Puis ce que ces chiffres-là disent, c'est que le soir, les gens sont trop fatigués pour recharger leur batterie, passer du temps en famille, parce que le stress, on en parle souvent, Marianne, c'est une question d'équilibre, c'est une question de ressources pour faire face à des situations. Là, les gens ne sont plus là pour recharger ces batteries-là. Fait que la CTF permet d'avoir ces bouffées que tu parlais là pour recharger les batteries et pour pas lâcher le stress et donner du temps pour eux puis pour leur famille. On le dit souvent, on n'a
parler souvent, mets ton propre masque à oxygène avant de mettre celui pour ta famille ou pour tes employés. On en a un super bon exemple avec ces données-là. Ah, tout à fait. Puis je suis persuadée aussi que parmi ces personnes-là qui se sentent trop fatiguées ou trop vidées émotionnellement, doit s'en suivre un sentiment de culpabilité, de dire, tu sais, j'y arrive pas, je suis pas capable. Fait que là, on rentre dans un cycle, une roue pas nécessairement très, très positive, là. Donc, c'est sûr qu'après ça, ça risque même d'affecter la performance au travail, l'engagement, tout ça. Donc, je pense que de le considérer à la base, c'est gagnant pour tout le monde. Ben, en fait, c'est ça dont tu me parles, on appelle ça le cercle vicieux. Donc, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie, donc j'ai pas envie de faire des choses, j'ai pas envie, et là, c'est ça, la dégringolade. Et le but, c'est de ramener un cercle vertueux. Et par vertueux, c'est que je me sens considérée, ça me fait donc bien du bien, je récupère, j'ai de l'énergie, j'ai envie d'en redonner, mais je vais me respecter aussi dans mon équilibre, puis là, et voilà. Mais c'est une roue et ça demande d'un effort à l'entretenir, ce cercle vertueux. Ça demande une rétroaction, mais on va en parler justement dans nos prochaines diapos, là. Oui, tout à fait. Bien, justement, on arrivait sur la prochaine question qui est quels sont les éléments sur lesquels les individus peuvent agir pour retrouver l'équilibre? Marianne, je te lancerai sur cette question. Et quand on en avait parlé, puis qu'on avait monté le PowerPoint, on se disait justement, ce qui est très frustrant comme individu, c'est que notre pouvoir, il est limité. On n'a pas beaucoup de pouvoir comme individu. Et plus qu'on le connaît, plus qu'on le reconnaît, ben au moins on va le prendre. Et notre pouvoir est beaucoup sur notre perception de la réalité et me reconnaître, me voir dans mes besoins pour pouvoir les dire. Parce que j'ai pas nécessairement le pouvoir comme individu de changer les choses, mais par contre, c'est ma responsabilité de dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fonctionne pas, et après ça, s'il y a rien qui change, ben je vais peut-être changer puis partir ailleurs. C'est pour ça que la conciliation, c'est si crucial parce que ça permet une bonne rétention de nos employés, qu'on les garde. Donc, ma perception de la réalité, ben en fait, quand elle va bien, je vais voir les choses dans des indices de bonne santé mentale, je vais les voir avec nuance, je vais les voir avec flexibilité, je vais voir les choses dans leur ensemble, je vais arriver à nuancer. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Je vais arriver à voir ma part de responsabilité, la part, qu'est-ce qui appartient aux autres, voir les choses dans leur globalité. Et donc, je vais pouvoir mettre en place des outils de où est-ce que j'ai des difficultés. Je vais aller demander de l'aide. Je vais, par exemple, la gestion du temps. Je vais mettre une ergonomie. Je vais mettre ma routine en place. C'est toutes des choses que je peux faire, avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir. En fait, c'est la base numéro 1. Si je dors pas, le reste fout le camp. Parce que quand que je dors, c'est là que je récupère. Si je ne récupère jamais, je peux pas être fonctionnelle. Bien manger, bouger, un petit 30 minutes par jour, idéalement. Mais c'est tous des éléments d'hygiène, de routine, nommer mes besoins, les reconnaître, me donner des droits d'avoir des difficultés, puis de les nommer. C'est beaucoup là-dessus, comme individu, que j'ai un pouvoir, donc de le reprendre. Mm-hmm. C'est vraiment super intéressant. Puis, je pense que ça fait du pouce avec la prochaine question où on bascule plus du côté des organisations parce que là, on parlait vraiment individuellement qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que comme organisation, on pourrait décider de pister nos employés vers ces bonnes pratiques-là. Je pense que si on faisait ça, on s'inscrirait dans une gestion qui se veut bienveillante. Mais en fait, c'est quoi la gestion bienveillante? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette gestion-là, Marie-Ève? Bien, si on porte notre regard justement vers le mieux-être, une gestion bienveillante, c'est qu'on reconnaît que l'organisation a une responsabilité dans la santé psychologique et dans la santé physique de ses employés. Puis, c'est une gestion qui est cohérente, c'est une gestion qui est courageuse. On nomme, on reconnaît les besoins. Marianne en a parlé tantôt, on donne le droit à l'erreur. Puis quand on sait nommer les choses, ben, c'est un endroit où on va porter action pour améliorer également les choses, d'avoir ce courage-là de prendre action. C'est un endroit aussi où on va donner des ressources. On ne fera pas simplement les donner, les diffuser, mais on va s'assurer qu'elles sont accessibles, que les gens puissent et peuvent les utiliser.
Tout à fait. Si tu me permets, Marie-Ève, est-ce que c'est correct? Je peux poursuivre? Génial. Ben, en fait, moi, ce que j'entends beaucoup quand que je fais du coaching en gestion, c'est que les gestionnaires disent, ouais, mais moi, je suis pas un intervenant en relation d'aide. Tu sais, c'est pas mon rôle. Puis, ben, tu restes un humain avec un autre être humain. Puis, je crois que c'est notre responsabilité comme gestionnaire à ce moment-là d'aller demander à l'autre comment ça va, puis de considérer l'autre. Fait qu'effectivement, je suis pas le but, c'est pas de faire la grosse intervention puis de faire de l'intrusion, puis ouais, dis-moi toute la réponse, mais d'être capable de le recevoir, le comment ça va, puis de l'entendre et de ralentir. Une gestion bienveillante, c'est pas une gestion performante, c'est une gestion efficace bon, je veux dire deux choses en même temps, efficace et efficiente. Et on a donc des résultats, mais pas parce qu'on a fait de la grosse pression de performance. Puis, paradoxalement, ça va amener des grands résultats au-delà de ce qu'on aurait escompté si on avait pris le lieu de la performance qui manque d'humanisme parce qu'on considère l'individu, l'humain, comme une machine. Puis c'est là qu'une machine, ça casse. Un humain, c'est plus flexible. Et plus qu'on va le considérer, qu'on va amener de la conciliation, c'est là qu'on ramène cette nuance-là. Donc, une gestion bienveillante, c'est demander à l'individu, ben comment ça va, puis qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? As-tu des idées? Puis ça veut pas dire qu'il va avoir exactement la bonne réponse, mais on va broder autour de ça, puis on va amener un peu d'imagination pour voir, ben, on pourra peut-être ça, mais ça peut t'aider, puis on va trouver des solutions ensemble. Une gestion bienveillante, c'est une relation égalitaire de je suis un individu par rapport à un autre individu. J'ai des besoins comme entreprise. Pardon? C'est supporter le plan d'action de la personne qui ne va pas bien. Ça, c'est un rôle qu'on nomme pas beaucoup, mais que le gestionnaire peut faire. Moi, ce que je dis souvent, c'est que vous n'entrez pas en relation d'aide, vous entrez en relation de confiance. La confiance, ça peut se briser. Si vous la maintenez, c'est un vecteur de loyauté incroyable. Oui, tout à fait, parce que quand on se sent considéré, ben, on pourrait peut-être avoir un meilleur salaire, mais tout ce qui est la conciliation, ça vaut tellement plus que parce que j'ai un lien humain, j'ai une relation de confiance, je me sens considérée, je me sens en sécurité. Et c'est cette sécurité-là, de base, qui fait que je vais me maintenir auprès de cet employeur-là parce que je sais que peu importe ce qui va arriver, il va tout faire pour pas me mettre à pied, par exemple, parce que la gestion va faire, ben regardez, ça a déjà été fait ça, d'ailleurs, par le passé. Ils ont regardez, en temps de pandémie, il y a une gestion bienveillante. Ben, au lieu de vous mettre à pied, on va mettre des vacances sans solde. Puis il y en a qui ont décidé. Tu sais, ça, c'est entre employés, c'est une gestion qui devient aussi solidarité. Ça se fait entre collègues aussi. Puis il y en a qui disaient, écoute, moi j'ai pas de famille, j'ai pas besoin, je suis moins dans la nécessité financière, mais je vais prendre de tes congés à toi sans solde parce que moi, ma réalité fait en sorte que j'ai pas de famille ou, tu sais, il y a comme une entraide qui s'était faite et qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas eu besoin de mettre à pied les gens. T'allais dire, Marie-Ève? Tranche de vie. Pour appuyer ce que tu disais, moi, je faisais un contrat temporaire à un moment donné. J'étais temporaire dans cet endroit-là. J'étais enceinte, j'ai perdu le bébé. Fait que j'ai texté mon patron, j'ai dit, écoute, je suis à l'urgence, donne-moi un peu de temps. Demain, je ne serai pas là, mais le surlendemain, je vais être là. Il me répond, je ne veux pas te voir de la semaine. Quand ta semaine, elle t'est payée. C'était un contrat temporaire et j'ai refusé des opportunités permanentes pour pouvoir terminer mon contrat parce que je m'étais engagée. Et c'était important pour moi de rendre à ce patron-là qu'il m'avait offert. Ça, c'est puissant. Oui. Ça fait vraiment toute la différence. Puis je pense qu'à travers tout ça, la gestion bienveillante,
J'ai l'impression qu'un gestionnaire qui aussi se permet de montrer certains moments de vulnérabilité ou se permet de partager humainement, tu disais tantôt, Marianne, c'est des relations d'humains, se permet de montrer que lui aussi, des fois, il a besoin d'utiliser des mesures de conciliation, que lui aussi en vit des fois des difficultés en lien avec tout ça, puis qui permet d'ouvrir ce dialogue-là. Je pense que ça peut faire la différence. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi dans votre pratique? Mais oui, tout à fait, exactement. Puis c'est exactement ça. Si on voit la prochaine diapo, c'est exactement ça. Qu'est-ce que concrètement l'employeur peut faire pour améliorer le bien-être de leur employé? Mais montrer l'exemple. Parce que en psy, c'est un peu mon approche aussi. Je travaille de façon égalitaire. Puis en mode relationnel, mais c'est parce que c'est ça. C'est que on considère l'être humain à part entière dans qui qu'il est. Ça fait toute une différence. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire comme employeur? Ben, c'est d'écouter, prendre le temps de les écouter, vos employés, parce qu'ils vous le disent tout le temps, leurs besoins, mais de façon informelle. Donc, matin, je suis fatiguée. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon chien, là, telle affaire. Ah ouais, hey, avez-vous déjà pensé, gang, si on pouvait amener nos animaux au travail? Y a-t-il des allergies? Puis là, crème, on vient de trouver une solution comme « Ah, c'est bien hot! Puis là, les gens, ils trouvent une solution à un problème qu'on n'avait même pas conscience vraiment qu'on avait, mais juste parce qu'on est à l'écoute, juste parce qu'on reçoit puis on entend vraiment ce que nos employés nous disent. Donc, le petit matin, là, comment ça va? Bonjour. C'est pas une perte de temps, c'est un investissement parce que tu es en train de considérer ton employé, de le voir à part entière et de l'intégrer avec le travail comme être humain aussi dans ce qu'il vit. Et c'est là que la conciliation peut bien se faire parce qu'il y a cet équilibre-là. OK, on n'est pas productif pendant qu'on est en train de parler du chien qui m'a rendu fatiguée, mais ouf, ça m'a amené une soupape. Puis là, tiens donc, je suis plus présente, je suis plus disponible pendant que c'est le temps de travailler parce que je l'ai verbalisé. Et donc, ça me rumine plus. Je suis donc présente, plus disponible. Je réduis mon présentéisme, donc, dans le travail et donc moins d'absentéisme parce que je me suis sentie un lieu sécuritaire où ce que j'ai pu le nommer. Fait que j'ai pas besoin d'être absent. Mon chien, finalement, il va être là. J'invente, là, mais c'est ça au quotidien. Mathieu Dumont, de Didacte aussi, qui lui prend, à toutes les fois qu'il rencontre un employé, il se prend quelques minutes au début de la rencontre, tout le temps, avant de sauter dans le cœur du sujet, un moment pour aller voir comment son employé va, échanger de façon personnelle, parce que pour lui, c'est important de savoir comment l'être humain qui est en face de lui va. Sinon, la rencontre, à part de son but aussi. Bonjour le matin, prendre le temps de connecter beaucoup d'informations que vous allez aller chercher avec ça. Puis, vous allez connecter de façon plus personnelle avec vos employés. Donc, exact. On parle de communication beaucoup. Il faut communiquer les rôles et les responsabilités de chacun en la matière. Super important. Ça donne un cadre, un référent, des règles du jeu qui sont claires. Parce que, encore une fois, on parlait de donner l'exemple. Si on dit oui, vous délai, oui, vous pouvez partir à l'heure que vous voulez. Mais si c'est frown upon, si on fronce ses sourcils à toutes les fois que quelqu'un s'en va effectivement à 4h30, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas appuyé par la culture de l'entreprise. Fait que tout ce que vous avez investi comme temps, argent et énergie, oubliez ça. Je pense que Mariette, tu nommes un élément important, c'est la notion de culture, c'est d'être cohérent, justement. Ce qu'on pense, on dit et on fait toute la même chose, que nos valeurs, ils ont des comportements qui font en sorte que on sent qu'elles sont vraies, parce que le fameux dicton « fais ce que je dis, pas ce que je fais », c'est pas vrai. On va toujours faire ce qu'on voit, parce que le comportement, c'est lui qui est concret, et ça amène un modeling. On appelle ça l'apprentissage vicariant. Donc, je vais reproduire ce que je vois et non ce qu'on me dit. Donc, d'être cohérent en termes de culture est essentiel, ce qui aide et ça rayonne aussi entre collègues, puis ça renforce le sentiment d'appartenance en milieu de travail parce que les gens y adhèrent comme culture et ça amène
un tissu serré, les gens, on les retient comme ça en termes de rétention par une culture bienveillante aussi. Si tu parles de cohérence, on ne peut pas être cohérent si on n'est pas collé sur les besoins de nos employés. Tout ce qui est introduit sur un milieu de travail qui n'est pas collé aux besoins des employés ne fait pas de sens et n'est pas cohérent. Oui. Et quand on parle de sens, c'est que ça répond aux besoins. C'est exactement ça. Ça va ensemble. Oui, bien fait. Ben, complètement. Puis chez Concilivie aussi, c'est la base de notre démarche d'obtention du saut. On a beau dire, on peut brainstormer sur plein de mesures ultra innovantes, mais si ce n'est pas collé aux besoins des employés, tu vas peut-être. Ben, en fait, tu n'auras pas les retombées de ces mesures-là parce que ça ne répondra pas aux besoins. Fait que des fois, dans la recherche d'innovation, il faut être prudent pour s'assurer que ce qu'on va mettre en place, ça a vraiment un sens, que ça répond vraiment aux besoins des organisations. Peut-être pour faire un pouce tantôt, excuse-moi, sur prendre des nouvelles, puis tout ça, à notre organisation, le matin, on a un canal de discussion sur Teams et tous les matins, on se dit tout le temps un bonjour en équipe et on a pris l'habitude de se mettre des gifts qui représentent un peu notre état d'esprit du moment. Donc, ce matin, on avait des collègues qui avaient eu une bonne nuit. Ça faisait plusieurs nuits que les enfants, c'était plus difficile. Fait que là, ce matin, on sentait la bonne énergie. Fait que ça nous permet de manière informelle, peut-être un peu rigolote avec les gifts, ben, d'être à l'écoute puis de prendre des nouvelles, même entre collègues. Donc, avec la gestionnaire, oui, mais aussi avec les autres. Puis on sait un peu plus aussi après ça, quand on rencontre nos collègues dans des rencontres au courant de la journée, bien, ça nous donne un beau prétexte pour ouvrir la discussion sur comment ça va, le mot du moment. Donc, on peut se donner, je pense, en équipe des petites façons de faire, en fait, pour faciliter cette connexion humaine-là. Malgré la distance présentement qu'on vit, là, ça va sûrement changer avec la réintégration au travail. On pourrait sûrement en parler longtemps. Mais, mais bref, il y a quand même des trucs. Social-là, ben, ça permet aussi, c'est une autre forme de façon de recharger nos batteries, de refaire nos ressources aussi, fait que ça nous rend plus forts, plus résilients, puis on sait qu'on peut tout affronter, on a une équipe sur qui compter. Oui, puis en même temps, quand on sait que la personne n'a pas bien dormi et est plus bête, on peut mieux interpréter aussi le comportement pour pas le prendre personnel, puis lui redonner ce qui appartient à la personne, de sa fatigue, c'est plate, mais je vais lui donner le droit aussi d'être moins up la vie aujourd'hui parce que c'est déjà beau qu'elle soit présente, puis je suis contente. Fait que je vais lui donner ce droit à l'erreur-là, ce droit d'être entière, parce que quand moi je vais pas bien dormir, je vais être contente aussi qu'on me considère dans mes besoins à part entière, puis qu'on soit pas bête avec moi parce que je l'ai trouvé plus difficile aujourd'hui, exemple. Tout à fait. Marie-Ève, quand on s'était parlé en préparation aussi, tu avais parlé de peut-être l'impact que peut avoir un comité qu'on pourrait former à l'interne, un comité, par exemple, santé, tout ça. Quel rôle il pourrait jouer là-dedans? Bien, c'est sûr que, si on va encore une fois, on revient à si on fait quelque chose de cohérent, bien, ça nous prend quelque chose qui est collé sur les besoins des employés. Bien, qui de mieux pour nous donner leurs besoins que les employés eux-mêmes? Un comité santé mieux-être qui peut être à la façon d'un comité santé sécurité au travail, qui peut être chargé de réfléchir à certaines problématiques, puis à des façons d'améliorer pour aller chercher le pouls des employés, puis aussi réunir patrons et employés, qui sont les deux parties qui ont un impact sur la santé mieux-être de tout le monde, en fait, sur le milieu de travail. On peut chercher des façons de mieux travailler parce qu'on sait que quand on parle de charge de travail, ou de déconnexion, même si on dit déconnecter, il faut aller agir en amont sur la charge de travail. Fait qu'on peut aller examiner, on a des tâches qui ne font pas de sens. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire de mieux, qu'on peut accélérer, qu'on peut mieux travailler, qu'on peut laisser tomber? Est-ce qu'il faut redéfinir les rôles, les responsabilités? Puis toute cette démarche-là, elle a de la valeur quand elle est faite en équipe de travail. Fait que c'est tout le rôle d'un comité santé mieux-être, entre autres choses. Merci. C'est vraiment super pertinent. Il y a quelque chose qui m'était venu en tête, mais je l'ai échappé. Donc, ça arrive. On va y revenir de toute façon. Oui, c'est ça.
Donc, on arrivait déjà tranquillement vers... oh, là, les choses ne sont pas apparues. Vers la fin, qu'est-ce qu'on souhaite que les gens retiennent aujourd'hui? Donc, on avait un premier point. Je vous laisse aller là-dessus. Ben, effectivement, comme Marie-Ève l'a nommé, comme quand on est dans l'avion, les masques oxygène, ils tombent. En premier lieu, on doit mettre notre masque d'oxygène avant de pouvoir aider d'autres personnes. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, prendre soin de moi, c'est quelque chose de très altruiste. Et Sylvain Boudreau, dans sa conférence Le Moi Inc., l'exprime à la perfection, c'est ça. C'est prendre soin de moi, je peux pas donner ce que j'ai pas. Donc, prendre soin de moi, c'est de me reconnaître dans mes besoins, ça rayonne par la suite. Et les autres aussi ont envie d'être reconnus, puis ils vont se reconnaître. On peut redonner ensuite. J'ai pas la frustration d'être brimée dans mes besoins. Non, je suis reconnue. Fait que ça redonne. C'est vrai aussi comme individu, c'est vrai aussi comme gestionnaire. Il y a des études qui ont démontré que les gestionnaires qui manquaient de sommeil, ça avait des impacts jusqu'à l'engagement, la motivation et la productivité des employés. Ça a un ricochet à ce niveau-là. Important, non négligeable. Ensuite, on disait que la CFT, la conciliation famille-travail, c'est un investissement. Et là, Marianne, je t'ai entendu prendre un respire. T'avais-tu l'inspiration, là? Ben oui, parce qu'on l'a assez nommé, hein? Sentiment d'appartenance, ça permet de réduire le présentéisme, l'absentéisme. J'ai une meilleure rétention de mon genre, de mon personnel, de mon monde. Parce que quand on a une bonne conciliation de travail, famille, vie personnelle, en fait, c'est que je me sens considérée et je suis investie parce que c'est du donnant-donnant. Voilà. Ça amène notre considération, justement, c'est intrinsèquement relié ensemble. Ton présentéisme, selon les coûts, et je crois que c'est l'équipe du Dr Biron de l'Université de Laval qui disait que le présentéisme, ça représente de 2 à 3 fois les coûts de l'absentéisme. Présentéisme étant pas le fait de tirer les pauses. Le présentéisme étant le fait de se présenter au travail malgré notre état malade qui devrait faire en sorte qu'on est à la maison. Donc, je suis présent de corps, mais pas d'esprit. Je ne suis pas productif. Exactement. Et en plus, ben, ça draine généralement les autres aussi vers le bas. Puis on l'a vu en temps de COVID, quelqu'un qui était malade, qui rentrait, contaminait les autres. Ben, si le département tombe, qui va faire le travail? Exactement. Puis quand on parle de la CFT, qui est un investissement, en fait, même au niveau des mesures de conciliation famille-travail, quand on a sondé les employeurs à dire combien ça coûte mettre en place des mesures de conciliation famille-travail, c'est 77 des 1000 employeurs qui ont répondu qui nous ont dit que les mesures qu'ils avaient mises en place s'étaient faites à coût nul ou à faible coût. Donc, c'est d'autant plus rentable de s'investir en conciliation famille-travail quand tu n'as pas d'argent sonnant à sortir et qu'en plus, tu as un retour sur investissement. Oui, tout à fait. C'est hot. Oui, c'est hot. Je pense pas qu'il y a énormément d'investissements comme ça qu'on peut faire qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui rapportent autant. Je pense que ça vaut la peine. Oui. Je te dirais que le coût, en fait, c'est que ça demande un effort émotionnel parce qu'il demande de revisiter comment on a perçu le marché et le monde du travail qui étant performant, tais-toi, ne t'écoute pas, pousse la machine. Puis là, on amène un concept qui est extrêmement confrontant parce qu'il remet ces paradigmes-là en question. Puis, étonnant, on a plus de résultats en considérant mieux. Fait que là, c'est très confrontant beaucoup, surtout pour nos baby boomers, entre autres, qui considèrent comme étant, mais ça, je ne rouvrirai pas sur un autre débat, mais je pense que émotionnellement, ça a un coût parce que c'est très confrontant à mettre en place une mesure parce que on parle de la culture organisationnelle et donc la considération dans la gestion bienveillante, c'est vraiment tout un nouvel univers et c'est ça qui est présentement maintenant reconnu puis de plus en plus étudié et démontrer les retombées. Tu parles de perception, c'est d'ouvrir aussi son esprit parce que souvent, ben, famille, travail, on pense jeunes enfants, puis un coup qui vont être rendus au primaire, ben, c'est réglé. Ben non, comme Corinne le disait, c'est fin de vie, c'est
tout ce qui vient entre la naissance puis la mort. Puis c'est conciliation de rôle de vie aussi, souvent comme Yarlésis se plaît à dire. C'est la place aussi que les hommes prennent dans cette conciliation-là, qu'on leur laisse prendre. Mon chum s'est déjà fait dire, écoute, t'as pas de blonde, toi qui peux prendre ton congé au lieu que ce soit toi qui manque de la job. Non, on le fait 2. J'en ai 3, fait que ça revient souvent, ça. Ah, mais ça, c'est vraiment, je pense, des paradigmes à défaire. D'ailleurs, cette semaine, c'est la semaine québécoise de la paternité. Donc, c'est une belle occasion de le mettre en valeur. Comment les pères s'engagent aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu une transformation dans la perception du rôle du père. Je pense que les pères d'aujourd'hui ont de plus en plus envie de s'impliquer, de s'engager dans leur famille. Mais encore faut-il que les employeurs soient aussi au rendez-vous pour leur permettre de le faire. Puis si les employeurs d'entreprises à prédominance masculine vont dans cette direction-là, bien, c'est aussi les autres employeurs plus typiquement féminins qui vont pouvoir souffler un peu. Tu sais, c'est une responsabilité collective, la conciliation famille-travail. On a tous un rôle à jouer pour que ça fonctionne, que ça tienne la route. Donc, vraiment, tout à fait pertinent. Puis comme j'ai en plus dans le contexte de la semaine, là, super intéressant. Exact. Puis Corinne, si tu me permets, en fait, en termes de considération, c'est que une mesure en conciliation travail-famille va évoluer avec le temps, exactement comme Marie-Ève l'a mentionné. Mes enfants sont rendus à l'école, ils sont plus à la garderie. Mon horaire va changer, ma réalité change. Je suis devenue proche aidant, mes parents ont vieilli. Donc, c'est de continuer d'être à l'écoute des besoins de notre équipe. Parce que la réalité change, la conciliation doit changer, idéalement aussi, doit continuer à être sur mesure. Donc, ça demande de prendre une écoute et prendre le pouls de façon continue et constante. Oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois que le dossier est réglé. Les besoins vont changer, vont évoluer avec le temps, il va falloir s'y adapter. Puis c'est intéressant de réfléchir aussi au fait que certaines mesures qu'on va mettre en place vont être capables de répondre tant aux besoins des employés qui ont des jeunes enfants que ceux qui sont proches aidants. Donc, ce n'est pas nécessairement des mesures qui vont venir en compétition, mais plutôt une approche complémentaire de pouvoir répondre aux besoins des différents groupes en ayant cette écoute-là. Marie-Ève, je sentais-tu que tu voulais réagir ou non? C'est parfait. Je suis d'accord, mais retenez aussi que la moyenne de vie d'un employé dans une organisation en ce moment, là, moyenne, roughly 2 à 3 ans. Mm-hmm. Ça peut changer vite. Effectivement. Super intéressant. Avant qu'on passe à la période de questions, quelques données en vrac ici de notre dernier sondage employé qui vient juste renforcer toutes les discussions qu'on vient d'avoir. C'est 54% des parents travailleurs et des proches aidants qui ont dit qu'ils changeraient d'emploi pour avoir accès à des meilleures mesures de conciliation famille-travail. C'est même 27% qui accepteraient une diminution de salaire. Donc, on le disait tantôt, le salaire, c'est plus uniquement ce qui compte, là, il y a beaucoup d'autres éléments qui comptent que des gens qui sont prêts à faire des sacrifices financiers pour avoir une meilleure, peut-être, qualité de vie globale. C'est 90% des parents travailleurs et des proches aidants qui nous disent que l'ouverture de leur employeur en matière de conciliation famille-travail a un impact important sur leur satisfaction au travail. Puis cette donnée-là, elle a augmenté de 5 points par rapport au sondage qu'on avait réalisé en 2020. Donc, on voit même qu'avec la pandémie, il y a une augmentation de l'importance qu'on accorde à la conciliation famille-travail. Même chose pour la propension à rester plus longtemps. Donc, l'ouverture perçue de notre employeur sur la CFT fait en sorte que 85% des répondants disent qu'ils resteraient plus longtemps à l'emploi. Et ça aussi, cette donnée-là a augmenté de 5 points par rapport à 2020. Donc, je pense vraiment que c'est gagnant de s'intéresser à cette conciliation famille-travail et de s'investir là-dedans aussi comme employeur. Donc, chez Concilivie, on a quelques outils aussi disponibles sur notre site Internet pour aller plus loin. Je remets nos visages sont là en double, mais bref, nos visages sont là. Vous avez nos coordonnées, vous allez les recevoir par courriel suite au webinaire avec notre sondage d'évaluation aussi qu'on vous invite à remplir. Et puis donc, on serait rendu à la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat
ou encore lever la main pour qu'on puisse vous donner le droit de parole. Donc, peut-être en attendant que vous écriviez ou que vous pensiez à vos questions, il y avait eu un commentaire plus tôt dans le chat quand on parlait d'exemples, de mesures. J'avais parlé de la semaine santé mieux-être. Il y a Justine, dont je ne vois pas le nom de famille, mais qui dit qu'il travaille chez Industriel, oui, IA, ça doit être Industriel Alliance Groupe Financier. Puis il disait que pour l'année 2021, ils ont 4 journées santé bien-être qui ne sont pas cumulées aux journées de vacances, donc qui est possible aux employés de prendre. Donc, c'était un autre bel exemple là, de mesures concrètes mises en place en organisation pour favoriser la santé et le bien-être des employés. C'est génial. Merci du partage. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Merci Isabelle, c'est gentil. Oui, merci beaucoup. Qui nous dit que c'était intéressant. J'aurais une question. Oui. Bon. Oui, vraiment très intéressante. On vous sent très passionné aussi par le sujet et ça ajoute à l'intérêt. Moi, je travaille beaucoup avec des gestionnaires qui me disent, en fait, je fais de la formation en gestion des ressources humaines, je travaille dans le milieu communautaire. Donc, nous, on a des salaires, disons, qui laissent parfois désirer, mais on a des bonnes conditions de travail généralement. Donc, beaucoup de mesures pour permettre une bonne conciliation travail-famille, vie personnelle. Et souvent, les gestionnaires vont mentionner qu'ils se retrouvent avec l'ensemble de ces mesures-là dans des défis de gestion particuliers aussi, dans le sens où là, tout le monde a droit à tant de congés pour tout le monde la même journée, les petits morts du nez. Bien là, il y a un défi je ne sais pas si vous avez des pistes de solutions là-dessus ou comment, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop comment les soutenir dans ça. Il y a eu beaucoup d'échos. Tu me permets-tu de rephraser, Isabelle? Oui, bien sûr. Dans le fond, c'est qu'au niveau des journées flottantes, des journées de congé, on se retrouve souvent à devoir accommoder plusieurs employés dans la même période de temps ou la même journée. Bien, exactement. On sait-tu pourquoi? Parce que s'ils vont tous à la même école et qu'ils ont tous la même pédago, ça se peut qu'on ait là le nœud du problème. Fait qu'est-ce qu'on est capable de le prévoir mieux à l'avance? Sinon, est-ce que c'est parce que tout le monde a accumulé des journées? On va les perdre. Souvent, on voit ça, là, on va les perdre au mois d'avril, fait que tout le monde les veut là. Est-ce qu'on peut clarifier la façon de fonctionner puis améliorer la communication en amont de ces mesures-là? Effectivement, moi, je compléterais, Marie-Ève, en fait, c'est de cibler qu'est-ce qui est le besoin qui amène l'utilisation des mesures, puis aussi ramener une communication en termes d'équipe de façon à recentrer le sens de la mesure pour qu'elle, et c'est pour ça que la politique vient nous aider quand on les met en place. Par exemple, je sais pas si Marie-Ève, tu veux faire du pouce là-dessus, mais quand que le sens à la mesure il est bien expliqué, puis comment qu'on peut l'utiliser au terme quotidien, ben c'est là que on retrouve le sens de, écoutez, gang, on peut pas être toutes parties cette journée-là parce que le vendredi, ça nous prend une présence dans le milieu, puis à l'accueil si on n'est toutes pas là, qu'on peut pas être ouvert et donc quand les besoins de l'entreprise sont connus, sont au clair, les gens, la considération, elle va dans les deux sens. Les employés, ils retrouvent, ils comprennent, ah, OK, là, je comprends pourquoi je ne peux pas ou comment je vais arriver à mieux concilier. Et c'est là que l'entraide, elle vient parce que les besoins de l'entreprise sont autant importants pour les individus que les besoins de l'individu. C'est l'adéquation entre les deux, en fait, qu'on veut retrouver dans cette conciliation-là. Je pense que c'est une nuance importante. Oui, puis des fois, ça peut être aussi bête que c'est circonstanciel. Puis il y a eu une période où, Colin, on a eu besoin de plus d'accommodement au niveau des employés. Puis il ne faut pas oublier non plus que ces employés-là qu'on accommode, bien, une fois que l'organisation, peut-être un peu plus tard, va avoir
un rush, une grosse période, ben, les employés vont être là en retour. Tu sais, c'est du donnant-donnant. Fait que oui, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile à court terme. Ça peut poser des défis de gestion qu'on peut quand même minimiser en encadrant, en donnant des balises, comme vous le disiez tantôt, les filles. Mais effectivement, ça peut poser certains défis de gestion, mais ultimement, je pense que l'organisation va en être gagnante là, de toute façon. C'est de se donner des astuces, des trucs, d'essayer de comprendre le pourquoi aussi, si c'est quelque chose de récurrent, comme tu le disais, Marie-Ève. Donnez-leur du pouvoir d'agir, posez-leur la question comment on va pouvoir accommoder tout le monde tout en continuant d'offrir le service. Parce que tu disais que tu étais dans le communautaire, hein? Comment on va offrir le service? Puis ils vont avoir des idées, ils vont le trouver. Puis ils vont être contents que vous leur ayez demandé. Exact. Tout à fait. Merci. Donc, génial. Merci. Ça fait plaisir, Isabelle. Est-ce qu'on avait d'autres questions? J'ai vu par écrit quelqu'un demander de l'information sur le saut Concilivie sur la certification. Effectivement, merci Annick d'avoir mis le lien. Voilà. Oui, Isabelle, vous poursuiviez en disant que parce que, entre autres, c'est perçu comme des conditions de travail, pas assez comme des mesures de conciliation famille-travail. Quand on fait l'exercice avec les organisations, on invite à mettre nos lunettes conciliation famille-travail. Il y a déjà des choses, des fois, qu'on fait en organisation, puis on ne pense même pas que c'est de la conciliation famille-travail. Donc, on vient vraiment réanalyser nos pratiques, nos façons de faire, formelles, informelles, avec la lunette de conciliation. Souvent, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui existent, mais qu'on ne pense pas toujours les utiliser. Donc, la communication, Marie-Ève t'en parlait tantôt aussi, est super importante, entre autres, au niveau des mesures. Oui. C'est Jimmy Côté, avec qui je travaille à l'occasion, qui disait ça. L'autre jour, on en parlait pendant la présentation. Il y a une super belle image que j'adore utiliser. Puis il parle, disons que c'est son anniversaire de mariage, puis il arrive, puis il va donner une rose à sa femme, rentre, tiens chérie, ta rose, garoche ça sur la table de cuisine, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ça n'a pas le même impact que faire ma chérie. C'est notre anniversaire, juste pour te démontrer à quel point je t'aime et à quel point c'est important pour moi. J'ai pris le temps, je suis allée chercher une rose pour souper. Qu'est-ce que tu m'as fait pour souper? C'est la même chose. Le geste est la même chose. L'explication n'est pas la même. Et l'impact n'est pas le même non plus. La communication, c'est puissant. Prendre le temps, des fois, de ralentir, c'est un investissement de temps, justement. Quoi? Ralentir? Je ne pas ça. Bien, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on aurait fait le tour. On arrive déjà à la fin et on ne voudrait surtout pas empêcher votre déconnexion ce midi, empiéter sur votre heure de lunch. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on va vous faire parvenir sous peu, dans les prochains jours, un courriel avec des petites références, des informations, puis aussi le sondage d'évaluation. Donc, n'hésitez pas à y répondre. C'est important pour nous. C'est ce qui nous permet de continuer, de s'améliorer, puis d'être à l'écoute de vos intérêts, puis ce que vous recherchez aussi. Donc, merci encore à nos deux invités, Marianne, Marie-Ève. Ce fut réellement un plaisir de travailler avec vous. C'était d'autant plus pertinent, là, tous les propos, les échanges qu'on a eus aujourd'hui. Donc, merci infiniment. Merci de l'invitation, Corinne. Merci aussi aux gens qui ont été présents et qui ont participé. Sans vous autres, ça ne sert à rien qu'on soit là. Fait que merci aussi à tout le monde. Merci.